Alors je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, d'acheter le livre de Laurence de Villers, L'IA, ange ou démon, le nouveau pouvoir de l'invisible. Laurence de Villers, on se connaît bien, on a l'occasion de parler souvent ensemble de ces sujets de l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur sur l'intelligence artificielle à la Sorbonne Université, chercheuse au CNRS, membre du Comité national d'éthique du numérique. Vous avez travaillé sur ces sujets depuis longtemps. Votre précédent livre s'appelait « Les robots émotionnels ». Et on va parler un petit peu ensemble pendant une vingtaine de minutes de où va l'IA, effectivement, et où va l'homme avec l'IA. Alors peut-être la première question qu'on se pose, c'est peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est déjà à la deuxième étape. Le moment de ChatGPT, c'était il y a 2 ans, 3 ans. On est déjà en train de rentrer dans une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est l'étape appelée agentique, l'arrivée de ces fameux agents IA qui nous interpellent beaucoup parce que, effectivement, ça a été dit, le monde du travail a commencé à être bousculé avec l'arrivée de Copilot pour Microsoft, l'utilisation même pour la première fois de l'IA par les salariés eux-mêmes sans même qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'on s'est tous approprié ces nouveaux outils et ces nouveaux chatbots, mais avec les agents IA, on rentre dans une phase beaucoup plus industrielle et beaucoup plus qui interroge beaucoup plus la place de l'homme et le pouvoir de l'homme et son rapport à la machine. Alors qu'est-ce qui se prépare, vous qui parlez à toutes ces entreprises qui sont en train d'annoncer le futur en matière notamment d'agents IA? Oui, merci pour cette invitation et pour parler d'IA et d'agents IA. C'est le sujet de mon livre, hein, les agents anges gardiens, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura demain des assistants qui seront autonomes, qui auront la capacité de vous répondre ou même de vous poser des questions ou de faire des choses pour vous? Imaginez le pouvoir, vous ne voulez plus trier vos mails, vous ne voulez plus répondre par certains mails et vous avez un assistant qui fait ça pour vous. Donc tout le problème est, est-ce qu'on peut faire confiance à ces objets qui vont avoir ce pouvoir de nous représenter, de parler pour nous, de faire des choses automatiquement sans que je donne mon aval sur ce qu'ils vont dire. Et c'est là-dessus que j'ai fondé ce livre. Alors on voit des applications aussi qui sont assez extrêmes, comme les deadbots, c'est-à-dire des agents qui vont représenter des gens qui ne sont plus auprès de vous, mais qui seront là quand même pour peut-être libérer la parole d'une famille, régler ses comptes, ou vous donner des conseils également. Donc attention à ça, hein, c'est toujours de l'IA générative, ce qu'on fait en ce moment, qui a des limites, énormément de limites, et c'est de ça dont je parle aussi dans ce livre. Alors, vous avez travaillé sur l'IA et les émotions. C'est vrai qu'on voit arriver maintenant des IA conversationnelles où on peut parler. Et on a vu, par exemple, QTAI qui a lancé Moshi, ChatGPT, ça y est, maintenant ça marche aussi. On peut être en conversation directe avec quelque chose qui n'est pas soi-même, mais qui est une extension de soi-même, une augmentation de soi-même. Qu'est-ce que ça va changer dans notre rapport à la machine? Et est-ce que c'est pas un peu dangereux finalement? Est-ce qu'on ne s'illusionne pas à penser qu'on va finalement avoir une sorte de double qui va venir nous remplacer? Alors c'est pas du tout un double déjà, donc arrêtons cette illusion. C'est un assistant qui va vous vendre peut-être des choses, qui va être là avec ses propres intentions qui sont celles des codeurs qui les ont créées. Je pense que le vrai sujet, c'est ce qu'on est en train de faire sans prévenir personne, sans avoir d'éducation et de formation sur ces sujets. Mais quand vous dites vous avez pris en main ces objets, eh bien partout où je vais, je vois que les gens font des prompts ou sont formés à cela principalement, et c'est pas suffisant. Ces machines, elles ont des pouvoirs de manipulation énormes, elles sont fake totalement, même quand elles sont auprès de vous pour vous dire vous êtes formidable. Je ne doute pas que vous soyez formidable, mais la machine en tout cas dit ça totalement sans aucune intention. Elles n'ont ni intention, ni émotion, ni conscience, ni connaissance, ni compréhension de ce qu'elles disent. Nous avons créé des espèces de cyborgs qui parlent très bien, mais on imite juste le langage sans qu'il y ait un rapport à une quelconque vérité, sans qu'il y ait un rapport à une quelconque réalité. Alors je ne suis pas la seule à dire ça, vous entendez beaucoup de discours qui sont plutôt de marketing, qui font croire qu'on est déjà sur une IA qui dépasse l'humain ou qui est proche de l'humain. Ça n'a rien à voir avec l'humain, c'est non humain, c'est un fousitou de textes, d'images, mais c'est absolument pas la façon dont nous apprenons.
On apprend avec des milliards de données. C'est-à-dire qu'on apprend à la fois avec le langage, mais aussi avec tous nos sens. Or, cette machine, elle est dénuée de sensibilité. Et elle n'a aucun univers équivalent d'une autre. Donc on nous dit tout de suite, toujours ces machines apprennent à partir de milliards de données, beaucoup plus que l'humain. Mais c'est faux, hein. Prenez un enfant de 4 ans, et ben déjà lui, son cerveau a reçu plus d'informations que les méga modèles qu'on vous montre. Il y a totalement un leurre sur la capacité de ces machines. Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, je dis juste qu'on nous fait croire des choses qui sont inexactes. Quand on nous annonce, les géants de la Silicon Valley, Sam Altman, l'intelligence artificielle générale, la fameuse IAG en français, est-ce que donc c'est plutôt pour agiter des espoirs pour les investisseurs, pour leur dire qu'on va créer, il y a une sorte de course finalement à la puissance, ou est-ce que il faut vraiment craindre ce moment, un nouveau moment de ChatGPT qui viendrait pour le coup par surprise? On disait beaucoup, on a eu des surprises avec l'IA, on a été surpris, parfois étonné, et c'est devenu presque un jeu. On a vu ce qui se passe là avec la nouvelle formule ChatGPT qui permet de faire des dessins à la façon du studio Ghibli. On en parlait tout à l'heure. Donc est-ce qu'on est prêt finalement à rentrer dans cette révolution, ou est-ce qu'on attend qu'elle nous dépasse de façon un peu passive? Moi je dirais qu'il est urgent d'être prêt à l'action, ce que je dis partout. Et surtout pas à attendre que ça se passe ou à voir ce qui va arriver et à se dire qu'on n'est pas responsable. On a intérêt à aller très vite, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors peut-être que vous n'avez pas fait évidemment suffisamment de travail sur ce sujet, mais autour de vous, il y a forcément quelqu'un qui fait un peu d'informatique ou qui regarde. De plus en plus, quand même, ça se démocratise. On a de plus en plus d'ingénieurs ou de gens capables d'aller regarder ce qui se passe. Et je pense qu'il faut être très vigilant aujourd'hui. On a encore un moment où on pourrait comprendre ce qui se passe. Bientôt, on ne fera plus la différence. On arrivera à faire quelque chose de l'ordre de la décision humaine, peut-être dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, c'est faux. Donc, cette fourchette de temps qui existe, il faut l'utiliser pour comprendre comment ces machines fonctionnent, ce qu'elles sont capables de faire. En tout cas, avec les Large Language Models, les IA génératives qu'on a aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire un système de type humain. On arrive à faire des systèmes qui savent faire nos devoirs, qui savent faire des choses à notre place, qui savent passer des examens, mais ce n'est pas tout ça seulement qu'on sait faire, nous, en tant qu'humains. Je vous donne un exemple. Quand on décide quelque chose, on peut le décider de façon très peu probable, mais parce que ça a un grand pouvoir moral. Voilà. Et je décide de faire cette chose-là. La machine, elle ne peut jamais faire ça. Elle va, pour l'instant, en tout cas, décider ce qui est le plus probable, c'est-à-dire le plus fréquent dans ces données. Et ces données, on ne les connaît pas toutes, donc on ne sait pas quelles sont les frontières de cette machine. Un débat qui monte assez fort, il y a eu une étude du MIT qui est sortie sur l'impact notamment sur les étudiants, enfin sur les élèves à l'école. Alors la question est un peu triviale, c'est est-ce que l'IA va nous rendre idiots si on l'utilise finalement en se désarmant, en cessant d'apprendre? Oui, c'est vraiment le sujet. Moi, j'étais le 10 au sommet sur l'IA pour parler justement avec tout un groupement américain et du monde entier. Hein. Il y avait des gens du Chili, d'Inde, d'un peu partout dans le monde, pour vraiment essayer d'expliquer il faut qu'on fasse une IA bénéfique pour les enfants et pas une prothèse qu'ils ont dans la main qui leur permette par paresse, de faire leurs devoirs, et finalement, c'est ne plus apprendre à apprendre. Or, l'école, c'est fait pour ça. C'est fait pour apprendre. Donc si demain, c'est la machine qui fait le plan, c'est la machine qui traite les maths, c'est la machine qui a la mémoire de l'histoire, qu'est-ce que nos enfants vont apprendre à l'école? Et ça, c'est terrible. Et j'en ai eu un deuxième élément. Donc ça, c'est vraiment, si ça vous intéresse, la Fondation Blaise Pascal, dont je suis présidente, on fait des outils, on fait des stages pour les enfants, on fait des outils qu'on voudrait envoyer à l'école en primaire pour faire que les enfants apprennent à raisonner autour de ces systèmes, que ce soit la prise de l'attention, on leur parle de dopamine, c'est avec des petits dessins animés, ça s'adresse au cycle 3, donc vous voyez, ils ont entre 8 et 11 ans.
Et je pense que c'est la bonne cible, garçons et filles, pour pousser à une meilleure créativité, à une conscience, à une prise en compte de cette réalité qui nous arrive dans les mains, qui arrive à travers leur portable, dont personne ne leur parle. Les parents, de temps en temps, sont contents parce qu'elles les occupent. Je ne dis pas qu'ils se déchargent, mais bon, on n'a pas toujours le temps de tout expliquer, on ne peut pas expliquer facilement. Et ça, c'est important. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que le 11, j'étais à Station F, et là, j'ai été assez étonnée par les questions dans le public. Je vous livre la chose. Nous étions dans une table ronde sur l'éducation, avec Thierry Coulon, donc, qui dirige iParis, c'est-à-dire l'IX et toutes les grandes écoles. Il y avait un directeur aussi d'une autre école d'ingénieurs, une plus petite école, et moi, je représentais l'université. On disait tous, il faut que ces jeunes apprennent aussi les conséquences sociétales, l'éthique, pendant qu'ils sont en train de faire de la tech de haut niveau. Mais il n'y avait pas que ça. Dans l'assistance surtout, on m'a posé la question suivante: mais comment on fait avec les jeunes qu'on recrute? Nous, on recrute, on est des PME, on est des start-up, des petites entreprises. On ne peut pas se payer que des X. On est désolé, c'est trop cher. Et les gens qu'on va recruter, ils font tous des copies de code qui viennent de ChatGPT. Plus aucune créativité, encéphaloplat. C'est quoi ces gens? Comment ils ont été formés? Voilà ce qu'on retrouve dans les entreprises maintenant, qui sont atterrés par le niveau de paresse ou de facilité. On nous a montré deux modèles, il y en a un qui vient de Meta, l'autre de Google, et je vais recopier tout ce qui se passe. Même si j'ai une bonne idée, une innovation autre, est-ce que j'aurai des ingénieurs capables de faire un pas de côté, de trouver autre chose? Et c'est pas certain si on est tous en train de faire la même chose. Les librairies open source, c'est très bien, mais jusqu'à un certain point de standardisation. Est-ce que les pouvoirs publics, enfin les politiques, les syndicats, les partenaires sociaux ont suffisamment conscience de ça? Est-ce qu'ils ne devraient pas s'emparer de cette question, je dirais du berceau jusqu'au boulot? La question de savoir si l'IA va nous rendre paresseux ou en tout cas va prendre nos capacités cognitives parce qu'on va les lui déléguer est une vraie inquiétude en fait sur le long terme. Si on vous écoute, la courbe va devenir décroissante. La courbe va plonger et il y a un principe ou un paradoxe que j'aimerais vous livrer. Le paradoxe qu'on appelle de Moravec. C'est-à-dire que ce qui est facile pour l'humain est difficile pour une machine. Alors vous me direz, de faire plombier, c'est pas facile, mais disons, dans un environnement qui est le nôtre, dans un espace du quotidien, trouver que le lavabo a telle forme ou que les boulons sont à tel endroit, c'est assez facile pour un humain. Eh bien, c'est très difficile pour un robot. Donc, ce qui est facile pour l'humain peut être difficile pour une machine. De la même façon, ce qui est difficile pour un humain peut être facile pour une machine. Je vais vous demander une multiplication avec des nombres énormes. Vous ne saurez pas faire, ou vous ne saurez pas trouver des signaux faibles dans un énorme champ de données. Et ça, la machine sait le faire facilement. Donc, ce principe montre bien que ce qui va être remplacé, ce sont les cols gris, c'est-à-dire tous les gens qui font de la traduction, de la synthèse, de la recherche bibliographique, être acteur demain, journaliste, enfin tous ces métiers qui sont quand même des métiers des gens éduqués risquent d'être remplacés, surtout s'ils ne font pas attention à cela, c'est-à-dire s'ils n'ont pas compris qu'il faut être plus créatif que la machine et en tout cas débusquer ce qu'elle est en train de faire. On a vu des avocats qui se faisaient renvoyer parce qu'ils avaient copié des trucs que venait de dire ChatGPT sans vérifier les sources. Donc le message clé que j'entends et que j'ai vu en lisant votre livre, c'est la vigilance. Il y a un deuxième mot qui est apparu, c'est celui de coopération. Donc on parle beaucoup des robots, mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, vous employez d'ailleurs le mot, des cobots, c'est-à-dire quelque part une sorte de symbiose, un rapprochement entre l'homme et la machine au service de l'homme et pas au service de la machine? Je crois que c'est un sujet encore très, très peu mature, de mon avis, de chercheur, parce que dans mon environnement, on parle beaucoup de symbiose humain-machine, avec des robots, avec la détection, effectivement, des émotions, de tout ce qu'on peut voir, avec des implants cérébraux, etc. Donc on peut aller très loin dans l'extraction d'informations sensorielles de votre façon de vous comporter. Mais comment on va faire pour adapter la machine et l'aligner à ce que nous sommes? C'est vraiment le balbutiement. Et puis, qu'est-ce qu'on fera si on est en symbiose? Est-ce qu'on va servir d'esclaves pour aller chercher le lavabo ou est-ce que ce sera nous qui donnerons les décisions de haut niveau? Donc on a un vrai sujet de recherche sur ces symbioses
qui est décrié partout. Là, je participe par exemple à un livre scientifique où moi j'ai dit attention à l'éthique, attention comme je le dis dans ce livre, et mes confrères ont dit mais non, c'est génial la symbiose, tous les chercheurs sont là en train de fantasmer sur ces nouveaux apports sans faire attention à Oui, parce que à long terme, qu'est-ce qui va se passer? La suite de l'histoire, on parlait des agents IA, donc c'est finalement plusieurs IA qui se mettent au service d'une action, d'une mission, quelque chose qui devient effectivement une capacité à remplacer un travail humain. On va voir jusqu'à quel point ça ira. La deuxième révolution qui est en train d'arriver avec les robots, pour le coup, c'est de donner des bras, des jambes, des yeux, une oreille à ces intelligences artificielles. Et vous l'avez dit, on ne sait pas très bien quand même, quand on regarde à l'intérieur, comment elles font. On a vu qu'on a été capable de leur donner des capacités de raisonnement. La nouvelle, en tout cas, quand on regarde comment elles raisonnent, elles copient des modes de raisonnement humain. Est-ce qu'on ne risque pas finalement de fabriquer un Frankenstein? Non, mais tout ça, ce sont des métaphores, vous voyez, hein, parce que le système, il raisonne pas du tout. En fait, par exemple, je donne moi j'ai une thèse sur le raisonnement justement dans les machines, donc je peux vous en parler. Le Deep Search, DeepSeek par exemple. DeepSeek, voilà. On était un moteur, donc il montre bien comment il fait, mais il y a plein d'approches différentes. Je vais vous en donner une très simple. Vous donnez un prompt à la machine, et au lieu qu'elle vous réponde tout de suite après, on découpe le prompt en petits bouts, on fait plusieurs requêtes, et il y a une mémoire de travail interne qui va challenger là-dessus pour vous rendre une réponse plus sophistiquée, plus élaborée. Les gens se font avoir, en fait. J'entendais des philosophes qui disaient « Bon, je fais beaucoup d'expériences, alors je dis avant la machine comment il faudrait faire, puis après je fais un prompt, et c'est incroyable, elle fait comme j'ai dit. » Ben oui, évidemment, parce que l'historique, il est rajouté à votre prompt, et la machine va se débrouiller avec tout ça. Donc ce sont des arnaques, quelque part. Et moi, je pense qu'il est urgent, vraiment, que l'on demande à dévoiler plus comment ces machines fonctionnent pour qu'on soit capable, effectivement, de les utiliser en symbiose, si on voulait parler de ce terme que je n'aime pas du tout, c'est plutôt en coopération, en restant maître du résultat. Qui est responsable? C'est le vrai sujet aussi. Qui va être responsable? Sûrement pas la machine. Vous allez être responsable. Aujourd'hui, quand vous faites un prompt, vous avez une chance de tomber sur un texte qui est du plagiat. Parce que vous avez posé une question extrêmement précise, il n'y a qu'un texte qui répond, vous êtes un plagieur. Si quelqu'un vous chope à faire ça, vous pouvez être responsable devant la justice, puisqu'on est tous responsables de ce que produit le résultat du prompt. La plupart du temps, c'est pas ça. Vous posez une question, peut-être un peu générique, ou alors vous vous rendez pas compte de l'ensemble des données qui sont là, et vous avez un espèce de fousitou d'idées, on ne sait plus qui... En tout cas, il n'y a pas de vision derrière. C'est une agglutination, une production artificielle. Dernier champ, c'est finalement, vous posez une question, il n'y a pas la réponse. Donc la machine va chercher des choses autour et ça hallucine. Mais tout ça, ce sont des sujets qu'on devrait maîtriser mieux. Et pour moi, il faut ouvrir le capot de la machine. Il faut que nos enfants, en tout cas à l'école, puissent le faire si on veut demain qu'il y ait des talents et qu'on ne soit pas sur ce que vous disiez, c'est-à-dire une baisse réelle du quotient intellectuel, voire du quotient émotionnel, hein, parce que ces machines vont aussi vous livrer des émotions. L'alignement entre les machines et les humains, c'est pas pour demain, c'est pour l'instant du fait, c'est minimal. Peut-être qu'en prenant un enfant qui vient juste de naître et on le soumet à cette machine, il va s'adapter à ça. On est sur la coévolution humain-machine. Qu'est-ce qu'on sera demain si c'est le cas? Et cette différence entre notre apprentissage et l'apprentissage des jeunes qui seront auprès de ces machines va être extrêmement différent. Qu'est-ce que sera demain une société avec ces différences énormes? C'est aussi une question à se poser. Oui, c'est des vraies questions éthiques en fait, parce qu'on a beaucoup parlé des digital natives qui sont nés avec Internet et le smartphone. Là, les enfants qui sont nés en 2022, ils sont nés avec ChatGPT. Quand ils auront 20 ans en 2042, on ne sait même pas où on sera, il y a des intelligences artificielles. C'est quoi le livre que vous écririez en 2042 pour un enfant né en 2022? Je ne sais pas, mais j'espère que ces enfants qui vont avoir suivi cette évolution ne seront pas des purs produits copiés de ChatGPT. Vous voyez, sinon ça serait dramatique. Donc, on a urgence à bousculer tout ça. On a urgence à comprendre que notre cerveau, il marche vachement mieux que ces machines. Et avoir raison de temps en temps devant la machine, c'est très important. Ces machines ne sont pas toujours justes. Elles font énormément d'erreurs, camouflées au milieu d'un truc qui a l'air assertif et très sûr, avec ce « je pense »,« je crois »,« je vous dis » que dit la machine. C'est une parole qui est totalement fausse. Et donc, il est urgent qu'on soit tous en raison de comprendre l'incertitude des propos de la machine. Et ça, je parle beaucoup de Blaise Pascal dans mon livre, Agir avec raison dans l'incertain.
Alors ça aurait pu être le mot de la fin, mais je voudrais terminer sur la pièce de théâtre que vous ne jouez plus, mais que vous avez joué longtemps. Peut-être vous la referez dans d'autres villes de France. À Marseille, peut-être. À Marseille, À Lille, en tout cas, bientôt. à la tribune, on ira vous voir à Marseille avec grand plaisir. Qui s'appelle Qui a tué Garouzia. Pardon, qui a tué Garouzia. Alors peut-être dire un mot de la nécessité de vulgariser, c'est ce que vous essayez de faire, je crois. Est-ce qu'il faudrait peut-être filmer cette pièce et la mettre à la télévision? Oui, alors j'ai un autre projet. Donc la pièce est une pièce truculente avec une interaction avec ce chatbot dont tous les propriétaires meurent. Donc c'est plutôt rigolo. On l'a fait sous forme de thriller comique. Mais j'ai un autre projet qui est le cinéma. Et je suis en train d'écrire pour le cinéma pour ouvrir en fait cette boîte de Pandore que sont ces objets autour de nous qui nous parlent. Un projet, mais qui pourrait se faire prochainement? En 2026 peut-être. 2026. Bon, on ira peut-être vous voir au cinéma en 2026. Ce sera l'occasion peut-être de vous réinviter. Je crois qu'on arrive à la fin de cette conversation. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue nous voir. Je redis votre livre « L'IA, ange ou démon, le nouveau monde de l'invisible ». Vous y apprendrez plein de choses. Merci de cette conversation. Je crois que je passe la parole à notre ami Nicolas. Je crois que tu crois bien. Et nous cédons la place. Ange et démon sur scène. Merci à tous les deux, vraiment. Oui, c'est ça, on ne sait pas. Applaudissez Laurence, Philippe.